Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vraiment, je suis très heureux en ce moment parce que je suis ici en Espagne au centre Ondare de Alaves avec le directeur technique national, monsieur Angelbert Barca. Un monsieur qui a fait près de 18 ans dans les sélections nationales, aujourd'hui qui se retrouve à la tête de la direction technique nationale, qui est l'organe qui est chargé du développement et du football, de penser comment le football camerounais sera demain. Bonjour DTN. Bonjour. DT, il faut dire aux Camerounais quels sont les objectifs principaux en tant que directeur technique national. Les missions, chacun pense la DTN comme il pense. Exact. Mais la direction technique nationale, la nouvelle version, a été pensée j'allais dire, a été l'objet d'une des recommandations du Forum national sur le football qui s'est tenu en 2010 à Yaoundé, sous le contrôle du ministre Michel Zoa et de la Fédération camerounaise de football. Donc il y a eu ces assises qui ont débouché sur un certain nombre de recommandations, dont notamment la mise en place de la direction technique nationale. Parce que jusque-là, il y avait eu une direction technique nationale avec M. Corfou, avec Philippe Redon, etc. Mais c'est devenu un département technique et la FIFA avait exigé alors, n'est-ce pas, la mise en place d'une direction technique nationale dans chaque fédération afin qu'elle puisse apporter son soutien pour le développement technique. Ainsi donc, il y a eu une commission paritaire qui a mis en place les missions et les objectifs de la direction technique nationale, dont le principal est l'élaboration, la mise en place et l'adaptation permanente de la politique technique nationale en vue de développer le football camerounais de la base au sommet. Donc nous avons deux types d'objectifs à la direction technique nationale en termes de développement. Le développement à la base, c'est la vulgarisation. C'est attirer le maximum de pratiquants. Et puis maintenant, les objectifs de performance, c'est pour l'élite, n'est-ce pas? C'est développer le football pour que, n'est-ce pas, au niveau de l'élite, au niveau des sélections nationales, que le Cameroun soit présent en termes de représentativité. Et à cet égard, on sait que l'équipe Fanion, c'est la vitrine. Et équipe Fanion femmes, équipe Fanion hommes, c'est la vitrine. Et les sélections intermédiaires, elles sont une vitrine, mais elles contribuent, n'est-ce pas, aussi à leur manière à la visibilité du football camerounais. Mais leur rôle principal, n'est-ce pas, est de ravitailler, n'est-ce pas, de manière permanente, de renouveler l'élite, n'est-ce pas, nationale. Voilà un tout petit peu, en gros, n'est-ce pas, les objectifs et les missions de la direction technique nationale. Il faut dire que ce texte qui a été élaboré par une commission paritaire MINSEP-FECAFOOT en septembre 2010 a précisé que la direction technique nationale s'occuper du suivi des sélections nationales, en précisant à l'exception de la sélection Fanion, exactement. Donc, nous travaillons beaucoup plus avec les sélections intermédiaires et il y a une relation particulière avec la sélection Fanion. Justement, DT, on a parlé des objectifs, mais quelles sont les priorités pour le développement du football camerounais à long et à court terme actuellement? Nous évoluons au niveau du développement technique. Il faut savoir que lors du premier mandat du président, parce qu'il faut rappeler que la direction technique nationale est le bras séculier sur le plan technique de l'exécutif. C'est-à-dire que la politique que veut mettre en place l'exécutif doit être soutenue et accompagnée sur le plan technique par la direction technique nationale, qui est un tout petit peu pour les routes ou pour le développement, ce que le ministère des Travaux publics est pour un État en termes de construction des routes, en termes de construction des infrastructures. Donc c'est le bras technique. Et sur le premier mandat, on est longtemps revenu sur les principaux piliers, dont deux notamment le développement du football, qui était un des piliers de ce mandat, et
retrouver ou alors redonner la compétitivité et l'esprit de compétition. Dans les 5 piliers, n'est-ce pas, de ce premier mandat, ces 2-là sont ceux qui sont directement concernés, qui concernent directement la direction technique nationale. Et pour ce faire, donc, nous avons, au niveau de la direction technique nationale, 5 principaux piliers également pour assurer ces missions-là. Alors, la première, c'est la détection des talents et la formation, c'est-à-dire pour toutes les catégories, pour l'élite. La deuxième, c'est la formation. Pour former de bons joueurs, il faut que ceux qui les forment soient aussi bien formés. Donc nous assurons le suivi ou alors la formation des éducateurs et entraîneurs de football à tous les niveaux. Nous avons le suivi des sélections nationales. Le suivi des sélections nationales, c'est accompagner les entraîneurs dans la programmation, à travers les programmes, à travers les contenus, à travers les listes, à travers les initiatives qui sont prises, n'est-ce pas, pour que ces sélections se préparent au mieux et puissent participer aux compétitions au mieux. Nous avons le développement du football local qui a plusieurs cases. Il y a le football amateur, il y a le football des jeunes, il y a le football féminin, il y a le football spécialisé. Le football spécialisé, vous pouvez retenir facilement futsal, beach soccer, il y a le foot à 9, il y a Maracana. Tout ce qui est football, qui n'est pas football à 11, n'est-ce pas, doit être encadré par la fédération et par la direction technique nationale. Et enfin, nous avons comme mission également l'évaluation, n'est-ce pas, de l'évolution du football. Et pour cela, nous avons une cellule de recherche, documentation et archives, n'est-ce pas, qui doit travailler sur un plan intellectuel au niveau des recherches. Et pour ça, nous avons des collaborations avec l'Institut national de la jeunesse et des sports, l'IAI, le Collège de Paris, pour l'accompagnement numérique, pour la numérisation de certaines données de la direction technique nationale, notamment, n'est-ce pas, au niveau des détections. Et donc voilà un tout petit peu brossé, n'est-ce pas, d'une manière globale, l'ensemble des activités que nous menons au niveau de la direction technique nationale. Maintenant, ce qu'il faut savoir également, c'est que en dehors de la fédération, la FIFA nous accompagne dans un certain nombre de projets. Il y a plusieurs projets forward qui concernent récemment la fédération vient de signer un accord avec la FIFA. Football for School, ça concerne le football amateur, c'est le football à l'école. Nous avons le programme TDS, où nous avons été, j'allais dire, retenus pour 3 programmes. Management et ressources. À l'intérieur de ce programme-là, ça c'est pour 2026. Pour ce programme-là, nous assurons la formation des éducateurs dans les académies ainsi que les détecteurs de talent, c'est-à-dire les éducateurs dans leur casquette de détecteurs. Nous avons mis en place, nous allons continuer tout au long de l'année, nous avons mis en place une fiche de détection standardisée avec des profils vers lesquels on tend, sans être carré, des profils vers lesquels on tend au niveau de la détection des jeunes. Nous avons également là une possibilité de numérisation parce qu'aujourd'hui la détection se modernise de plus en plus. Il faut, n'est-ce pas, qu'au-delà du regard, n'est-ce pas, que nous puissions arriver, comme dans les plus grands clubs en Europe, n'est-ce pas, à numériser, n'est-ce pas, cette opération de détection qui est capitale, qui est cruciale, n'est-ce pas, dans le football d'aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper, il faut donner l'âge, il ne faut pas passer à côté des bons talents. Et la méthode artisanale, elle est un tout petit peu dépassée. Et aujourd'hui, il faut passer au standard international. Aux data, il faut passer aux données internationales. Et donc, nous avons, dans ce management et ressources, nous avons subventionné, nous avons le championnat élite TDS U17. Qui est en cours là. Qui est en cours, qui a démarré enfin. Parce que vous savez, dans la formation du joueur, il y a les entraînements. La FIFA aime utiliser la triptyque Find, Train and Play. Détecter, entraîner et faire jouer. Il ne suffit pas de détecter et d'entraîner. Parce qu'aujourd'hui, le football de haut niveau
c'est la pression. Il faut travailler sous pression. Exact. La pression de l'espace. Il y a de moins en moins d'espace sur le terrain. Dès que vous recevez le ballon, il faut réfléchir. Il faut même anticiper. Il faut réfléchir avant. La vitesse aujourd'hui ne se conjugue plus seulement en termes de vitesse de course, mais vitesse d'intelligence, de perception. Vitesse de perception. Il y a la pression de l'espace, la pression du temps et la pression de l'enjeu. La pression de l'enjeu, elle s'acquiert où? À travers la compétition. Donc, la compétition aujourd'hui fait partie intégrante du parcours de formation des jeunes joueurs. Et c'est la raison pour laquelle vraiment l'accent est mis sur cette compétition U17, parce que là, on débouche vraiment sur la fin de la formation, n'est-ce pas, pour que le joueur entre réellement dans l'entraînement de performance et de haute performance. Et donc, nous avons, pour finir, en dehors de cela, donc, nous commençons la mise en place de 3 centres de perfectionnement zonaux. Un à Yaoundé, un à Douala et un à Garoua pour le Grand Nord, où les meilleurs U15 vont se regrouper au rythme de 4 séances par semaine, y compris un match, sur toute l'année. Donc voilà les 3 projets que nous avons retenus au niveau de la FIFA et que nous sommes en train de mettre en place au niveau de la direction technique nationale. Mais Dété, vous avez parlé de football, vous avez dit que vous avez en charge des équipes nationales jeunes. Aujourd'hui, quels sont vos plans pour améliorer la performance des équipes nationales jeunes? Justement, votre question tombait bien. Il y a eu le forum sur le football il y a 15 ans. Et il est question de s'arrêter un tout petit peu pour voir où est-ce que nous en sommes avec les recommandations qui ont été faites, dont notamment la professionnalisation, dont notamment l'obligation pour les clubs professionnels à avoir des catégories jeunes. Exactement. Ça, c'est pour aider le développement et la relève. Et au niveau des sélections nationales, pour lutter contre l'exode des talents précoces, la professionnalisation était aussi une issue pour que les joueurs n'aillent pas se perdre n'importe où et puissent trouver des solutions sur le plan local. Mais aujourd'hui, avec l'environnement et l'écosystème mondial, vous vous rendez compte qu'il y a 40 ans, le Cameroun accueillait Georges Weah, Japhet Ndoran, Kofi Abré, Sarah Mensah. Sommes-nous encore capables aujourd'hui de recevoir les meilleurs joueurs du monde? Entre-temps, les pays se sont beaucoup développés. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs du Cameroun, du championnat, il y en a qui vont en Tanzanie, il y en a qui vont en RDC, il y en a qui vont au Maghreb. La nature a horreur du vide. Et donc, en même temps, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par l'exode, la mondialisation n'a pas épargné le football. Et 8 millions de Camerounais vivent à l'étranger. Et 8 millions de Camerounais, ceux qui font le sport, profitent du développement ou alors des infrastructures, ou alors des systèmes avancés dans les pays développés. Et aujourd'hui, il faudrait mener une autre réflexion. Est-ce que le départ des joueurs, avec l'arrêt Bosman, etc., aujourd'hui, les clubs européens viennent chercher les joueurs à l'âge de 18 ans, les meilleurs. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait les abandonner. Ils sont venus détecter, ils prennent les meilleurs. La chance que l'on a, c'est que dans le développement du footballeur, celui qui est le meilleur dans un groupe de 50 à l'âge de 15 ans, à 18 ans, ce n'est pas évident que ce soit toujours lui le meilleur. Entre-temps, puisqu'il ne progresse pas au même rythme, ça veut dire qu'il y a un vivier qui est au Cameroun et à l'étranger. Et il faudrait en tenir compte. Faire la barrière sur les talents qui sont à l'étranger serait une grave erreur. Et aujourd'hui, on voit avec le Maroc, Jeux Olympiques, je crois qu'ils ont fait la demi-finale. Ils sont champions du monde U20. Ils sont champions d'Afrique U17. Demi-finalistes de Coupe du Monde. Demi-finalistes de la Coupe du Monde. Lorsque vous regardez l'origine
là où sont nés, 50% des effectifs ne sont pas nés au Maroc. Exact. Alors qu'est-ce qu'on veut? Si on veut la performance, il faut prendre les meilleurs partout où ils se trouvent. Exact. Mais en pensant à encourager, Ceux qui sont n'est-ce pas, ceux qui sont sur le plan local. Voilà un tout petit peu la réponse que je peux apporter. Et c'est vers ce sens que nous travaillons. Et c'est la raison d'être de ma présence du directeur technique national ici à Alavés pour voir une cuvée de jeunes qui sont ici et qui sont capables, n'est-ce pas, de rendre service à nos différentes sélections intermédiaires, sinon sélections soignants. Mais justement, monsieur Angevin Baga, on a vu un peu votre collaboration avec, on a vu ici qu'il y avait le coach des U20, le coach des U23. Comment est-ce que vous travaillez avec eux pour atteindre les objectifs fixés, surtout pour les petites catégories? Bon, nous avons déjà la catégorie U15. La catégorie U15 n'a pas de compétition internationale. Il y a le football scolaire, certes, mais la catégorie U15, elle prépare la sélection U17. Et vous savez qu'il y a de nouvelles exigences. Elles ne datent pas d'aujourd'hui avec l'IRM, etc. Il faut une bonne politique pour cela. Donc les U15 préparent les U17. Et maintenant, les U20, on sait aussi que c'est à l'âge de 18 ans que les recruteurs européens arrivent. Il est de plus en plus difficile aujourd'hui, depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, de voir un club professionnel partir d'Europe, venir chercher un joueur de 25 ans de notre championnat. Le temps qu'il soit moulé dans le système du nouveau pays, les Européens estiment de plus en plus que c'est à 18 ans, à la sortie de la formation ou à l'entrée, n'est-ce pas, de la post-formation qu'il faut venir chercher les jeunes, le temps de leur permettre de se roder au nouvel environnement géographique et footballistique. Parce que le football qu'on joue au Brésil, c'est pas le football qu'on joue en France, c'est clair. C'est pas le football qu'on joue en Angleterre, etc. Donc chaque club essaye, n'est-ce pas, de préparer. Chaque continent a ses réalités et chaque club a ses réalités. Essaye, n'est-ce pas, de mettre l'accent. C'est à partir de cette catégorie-là. Donc ils viennent et prennent à 18 ans. Il faut en tenir compte. Et je crois que c'est la réalité aujourd'hui. Et il ne faudrait pas que les défis, quand je parle des défis en termes anglo-saxons, c'est les difficultés. Il ne faut pas que les défis, n'est-ce pas, passent avant les opportunités. Et on a coutume de dire qu'il faut transformer les défis en opportunités. L'écosystème du football mondial aujourd'hui, est-ce que nous ne devons pas transformer les défis en opportunités? Est-ce que le départ des jeunes constitue véritablement un frein à notre football? Est-ce qu'on va arrêter le vent avec les mains? Non. C'est le courant de la mondialisation. Exact. Il faut transformer les défis en opportunités et voir comment est-ce que nous pourrions profiter de cette situation et non de nous en plaindre. Parce qu'elle est irréversible. Comment faire pour récupérer ces meilleurs qui partent? Et c'est ça l'objet que nous avons à la direction technique nationale avec les sélectionneurs U23, U20, c'est de mettre sur pied un fichier, une base de données qui nous permet de suivre ces jeunes qui sont partis, qui ne sont pas perdus, tout autant que nous suivons l'élite qui est au Cameroun. Pour qu'à la fin, n'est-ce pas, on puisse avoir des sélections nationales compétitives. Mais il faut également savoir qu'au-delà des résultats sur le terrain, les sélections intermédiaires, elles sont une vitrine à leur manière. Mais je vais vous dire, à quoi ça sert de gagner une CAN U17 et une CAN U20 et 8 ans plus tard, on ne retrouve aucun de ces joueurs en sélection A. Ça, c'est une problématique. Exact. Pendant ce temps, il est important, et ça c'est l'importance des sélections intermédiaires, en dehors de la visibilité qu'elles donnent en termes de trophées ou de résultats, mais c'est également de ravitailler les sélections supérieures et in fine la sélection A. Donc il faut
bien avoir ces deux objectifs et savoir les équilibrer. Et parfois, ce n'est pas toujours le cas. Monsieur Mbaga, justement, est-ce que la vision que vous avez dans le football, du football masculin, c'est la même c'est le même travail que vous faites avec le football féminin? Il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est dans l'encadrement parce que au niveau de la psychologie et au niveau de l'accompagnement managérial, c'est deux approches différentes. D'un côté les hommes, de l'autre les femmes. Et c'est très délicat. Mais la pensée, elle est la même. Vous voyez très bien que on a une équipe Fagnon qui a fait parler d'elle la décennie précédente, ou alors les 2 décennies précédentes, où nous étions pratiquement dans le dernier carré africain. Exactement. Et c'est facile d'arriver au sommet. Oui, c'est difficile. Après, il faut s'y maintenir. Et pour s'y maintenir, il faut préparer la relève. Il faut développer la base. Et ça, c'est un travail qui est fait avec la Ligue de football féminin au Cameroun, qui fait beaucoup de travail. Mais maintenant, les défis sont les mêmes. Les défis sont les mêmes. C'est difficile de gagner sa vie en jouant au football. En Afrique ou au Cameroun, et la tentation de partir, elle est là. Et c'est une réalité. Après maintenant, n'est-ce pas, au niveau des jeunes au moins, n'est-ce pas, il y a une très bonne population qui joue dans les divisions élites. C'est vrai qu'on n'a pas encore de catégorie jeune dans le football féminin, parce que directement, elle commence à 17 ans déjà en élite tout. Là, le contexte, il est différent, on en tient compte. Mais à la fin, on se rend quand même compte que la sélection U17 a beaucoup de joueuses qui sont capables de jouer déjà en sélection U20, voire même toquer à la porte de la sélection. Justement, c'est comme si vous aviez pensé dans ma tête, parce que j'étais en train de dire, mais monsieur Mbaga, justement, quand on voit un peu comment le football féminin se développe, on a l'impression qu'on ne sait même plus qui est U20, qui est national, parce que la majorité des joueuses U20 constituent l'équipe nationale. Et la majorité de l'équipe U17 elle fait partie de l'équipe U20. Il y a ce mélange-là. Est-ce que depuis que vous êtes arrivé, on constate que même chez les garçons, on constate que c'est un peu pareil, c'est-à-dire que ceux qui étaient U17 l'année dernière sont U20 cette année, ceux qui étaient U15 cette année sont U17, et on voit un peu le moulage. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette alchimie-là? Non, c'est vraiment simple. La difficulté que nous avons, nous en Afrique, et certains pays ont réussi à contourner ces difficultés, c'est que chez les autres, les sélections sont par année de naissance. C'est-à-dire qu'il y a les U15, il y a les U16, il y a les U17, il y a les U18, il y a les U19, et puis les U20 et les U21. Et ils n'ont même pas les U23. Et ça fait que dès que vous partez c'est chaque année. Or, nous, on est resté U17, U20. Et U17, si vous avez joué U17, vous devez passer après à vous avez joué U17 cette année, vous avez 17 ans, vous passez à U20. U20, vous êtes rarement plus bon qu'un U19. Exactement. Qui est U20. Donc vous êtes barré. Vous êtes barré. Et ça, il faut régler ça. Mais en même temps, on se rend compte que c'est pas seulement au Cameroun. Vous avez des joueurs précoces. Des joueurs de 17 ans qui peuvent déjà jouer avec les seniors. Et donc, il peut être U17 et U20. Et peut même être U23. En Europe, il y en a même qui sont mondialistes, qui ont gagné la Coupe du Monde. Kylian Mbappé, 18 ans. Gagné la Coupe du Monde. Lamine Yamal, il a à peine 18 ans. Il a gagné l'Euro. Vous comprenez que, bon, nous, dans notre contexte, ils ne partent pas gagner l'Euro parce qu'on n'est pas encore mais au moins, il peut passer de U17 à U20 tranquillement. Et je pense que chaque pays a un écosystème, un contexte, un environnement. Il faut seulement tout faire pour essayer de tirer le meilleur de notre environnement. Parce que si la France réfléchissait
comme certains Camerounais veulent réfléchir. Lorsque vous regardez la photo de l'équipe de France actuelle, je ne vais pas parler de politique, mais l'extrême droite récupère en France et dit mais la France aujourd'hui c'est les Congolais, c'est les Camerounais, c'est les Sénégalais, c'est les Maliens, mais ils ont été champions du monde, ils sont vice-champions du monde. S'ils avaient réfléchi comme nous voulons réfléchir, ils ne seraient jamais arrivés à ce niveau-là. Il faut encourager le football local, mais il ne faut pas fermer la porte à ceux qui sont allés grâce à leur talent, puisqu'on est venu les chercher parce qu'ils sont talentueux. Il ne faut pas leur fermer la porte. Il reste des Camerounais qui peuvent nous rendre service. Mais Jean Gilbert Maga, aujourd'hui, on voit une prolifération d'académies. Et comment vous, en tant que DTN, avec votre équipe, vous réussissez à travailler avec ces académies, justement pour le suivi des talents? Comment est-ce que vous arrivez à faire ça, travailler avec eux? Ça, c'est le travail le plus difficile. Heureusement, nous avons un organe à la fédération qui gère les compétitions de football jeune. Autant que la Ligue de football féminin le fait pour les féminines, la Ligue de football jeune le fait pour les équipes jeunes. Nous, à notre niveau, c'est vrai que nous veillons à la catégorisation des académies. Mais on est buté à un problème, c'est que si nous voulons catégoriser les académies et les mettre catégorie 1 ensemble, catégorie 2 ensemble, catégorie 3 ensemble, on décide d'en mettre 3 ou 4 à part. Et puis certains autres, donc on est obligé d'être un peu plus, on est, j'allais dire, on est ouvert pour que les structures qui ont un nom, sans avoir de véritables structures ni infrastructures, on ne va pas empêcher les enfants de jouer pour ça. Mais nous essayons, autant que faire se peut, d'organiser des séminaires. Et cette année, on en a fait un déjà le 12 mars à Yaoundé. Nous en avons programmé un autre à Douala. Nous en avons programmé un autre à Garoua. Vous avez les dates? Ou pas encore fixées. Où nous allons à la rencontre, dans le programme TDS, à la rencontre des éducateurs et des responsables d'académie pour essayer de voir ensemble quelle est la philosophie commune de formation à travers un profil vers lequel nous allons tendre. Profil de joueur, philosophie de formation, qu'est-ce que nous allons, n'est-ce pas, privilégier au niveau des méthodes d'apprentissage. Nos grands frères ont pratiqué le football de la rue. Que l'on appelle en méthode pédagogique la méthode globale. Ils allaient, ils jouaient, ils n'avaient pas de coach, ils jouaient et ils se développaient. Avantage, ça développe le génie, parce qu'il n'y a pas un coach derrière qui vous crie dessus. Inconvénient, vous grandissez avec vos qualités et vos défauts. Alors, aujourd'hui, avec les académies, il y a des éducateurs, dont un entraîneur, qui vous crie dessus, qui vous dit ce que vous devez faire, qui vous enseigne à faire la passe, qui vous enseigne à faire le dribble, qui vous enseigne à jouer de la tête, qui vous enseigne à défendre de manière analytique. Avantage, vous pouvez améliorer vos points forts. Inconvénient, votre génie diminue. Alors comment faire pour que nos académies demeurent des incubateurs de talent et non des cimetières du génie? C'est ça un tout petit peu le thème de nos séances de formation. Comment faire pour que nos académies puissent protéger le talent, le génie individuel, tout en leur donnant aux joueurs, n'est-ce pas, les fondamentaux technico-tactiques et physiques. C'est ça le défi, c'est ça l'enjeu. Et c'est un défi vraiment passionnant. Mais Dédé, faites-nous participer un peu au séminaire. Comment faire justement pour que nos académies ne soient pas des tueurs de génie? Oui, parce qu'effectivement, lorsque vous êtes un directeur technique, ou lorsque vous êtes, j'ai été moi-même formateur d'académie, lorsque vous êtes formateur d'académie, entraîneur, on dit mais des académies, depuis qu'il y a les académies, on a l'impression qu'il n'y a plus de génie. C'est ça. Il y a, au niveau de la pédagogie, il y a quelque chose à faire. Chaque footballeur qui est devenu grand vous donnera le nom d'un éducateur qui l'a fait progresser. Et ça aussi, c'est un génie.
Enseigner, c'est un génie, c'est du talent. Autant que jouer, c'est du talent. Et donc, parfois, vous avez détruit un footballeur à 15 ans en 10 secondes, sans le savoir. Je prends un exemple simple. Vous avez vu, vous n'êtes pas formé, et ça je l'ai vu. Vous n'êtes pas formé, mais vous avez la bonne volonté d'encadrer les jeunes. Et vous avez vu le canon de Yaoundé s'entraîner hier avec Akono Jean-Paul. Oui. Vous venez le lendemain avec vos gars de 15 ans, 13 ans, vous voulez faire la même séance. La séance, c'est quoi? On passe sur le côté, on fait des centres et les enfants jouent de la tête. Nous sommes en saison des pluies, la pluie. Et donc, vous alignez les enfants et vous leur demandez de faire des centres pour qu'il y en ait 3 à la réception. Exact. Et vous vous rendez compte que le centre n'arrive pas. Parce que c'est loin, parce qu'ils n'ont pas 20 ans, 25 ans comme les autres. Et au lieu de raccourcir la distance ou de le faire de manière plus simple avec les mains, vous préférez aller faire les centres vous-même, vous l'adulte. Vous faites des centres de 35-40 mètres, le ballon arrive sur la tête de l'enfant, il met la tête, un ballon qui a pris de l'eau, il aura mal à la tête. Exactement. Cet enfant ne remettra plus jamais la tête lorsqu'il y a un sac. Vous venez de détruire en 10 secondes un talent de jeu de tête. Exactement. J'ai connu un très grand footballeur au Cameroun, Feu Abeka Théophile, qui a été mon capitaine. Abeka Théophile, artiste incroyable du ballon. Exact. Jeu de tête, 1,5 sur 10. Incroyable. Il aurait pu, s'il avait eu un éducateur à 15 ans, améliorer ça. Et il y en a plein comme ça sur d'autres différents. C'est un exemple que je prends comme ça. Et donc, l'éducateur, nous les mettons devant leurs responsabilités pour leur faire comprendre que leur mission, elle est exaltante. Autant ils sont capables de développer des génies, autant ils sont capables de tuer des génies. Alors il faut faire très attention. Et il faut surtout en être conscient. Mais je rappelle à tous que M. Ajelbem Baga fait partie des pionniers de l'école de football des brasseries du Cameroun. Et je voulais justement lui poser une question qui taraude l'esprit de beaucoup de Camerounais en ce moment. Comment est-ce que on trouve aujourd'hui ce phénomène où les joueurs partent des académies directement pour des clubs, des transferts qui se font directement des académies à des clubs à l'international? À quoi est dû ce phénomène? Je crois qu'il est simple et je crois que l'arrêt Bosman de 1995 est pour beaucoup dedans où les structures européennes, occidentales, qui n'avaient pas suffisamment de moyens parce que se faisaient arracher les joueurs par les plus riches et se sont rabattus vers les zones les moins exigeantes. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand je regarde un match du championnat de France, je mesure le portefeuille du club à la couleur de la peau. Exact. Je n'en dirai pas davantage. Quand vous voyez Lens, quand vous voyez, vous comprenez, ils sont allés chercher le jour là, ils ne sont pas chers. Et puis ils les revendent très cher. Ça devient une économie. Et donc aujourd'hui, les académies, on le vend justement parce que c'est à 18 ans que la FIFA autorise les transferts. Et donc ils viennent prendre à 18 ans. À 18 ans, on est encore à l'académie. Et les académies ont compris que c'était à cet âge-là. Et donc, commencent à nouer des contacts avec leurs partenaires, etc., les clubs. Donc les clubs eux-mêmes sont demandeurs. Ils savent que c'est à 18 ans que le joueur peut être libre de partir. Et c'est à cet âge-là qu'il peut encore aller. S'il pouvait aller plus tôt, malheureusement, la loi ne le permet pas. Donc, ils viennent prendre à 18 ans, et c'est la raison pour laquelle, directement, n'est-ce pas, ces clubs-là viennent chercher les joueurs, pas forcément les grands, mais des clubs intermédiaires qui vont héberger le joueur pendant 3 ans, 4 ans. Et puis, la valeur marchande va augmenter, et puis le joueur sera placé dans une très grande structure. Je crois que c'est la raison simple. Mais M. Ajelbem Baga, il y a une autre zone d'ombre que les Camerounais cherchent à savoir. Quel est l'ANAFOOT et la DTN? Beaucoup de gens pensent que c'est la DTN qui... L'ANAFOOT, c'est une structure de la DTN ou bien l'ANAFOOT au-dessus de la DTN. Aujourd'hui, des gens sont un peu perdus sur ces deux structures.
Et quel est le vrai rôle de chacun? Déjà, je vais vous dire que lorsqu'on ouvre l'Académie nationale de football, je suis nommé directeur de la formation métier lié au football. Ah oui. Et je contribue à mettre en place également avec d'autres les textes portant fonctionnement de l'Académie nationale de football. D'accord. L'Académie nationale de football a pour principale mission de former les jeunes footballeurs au football de haut niveau, Oui. ainsi que de former aux métiers liés au football. Au métier lié au football. Métiers liés au football, c'est-à-dire que ça concerne les jeunes, ça concerne également l'environnement qui est autour. Autour. Vous les voyez aujourd'hui, ils forment des analystes vidéo, ils forment, et vous voyez l'Institut national de jeunesse et des sports aujourd'hui qui forment des moniteurs en éducation physique en fonction des spécialités, ils forment des managers, ils forment, c'est-à-dire que c'est une approche multilatérale des métiers qui sont liés au football, sachant que l'entraînement, lui, est validé par la fédération, dont la structure technique s'appelle la direction technique nationale. Exactement. Donc, l'Académie nationale de football est une académie, fut-elle nationale. Elle est une académie, et les académies, n'est-ce pas, sont sous le contrôle de la fédération, donc de la direction technique nationale. Vous ne pouvez pas être une académie de football sans avoir une affiliation à la fédération camerounaise de football. Et maintenant, au niveau de la direction technique nationale, il est de bon ton, n'est-ce pas, que la direction technique nationale, dont la fédération, travaille en bonne harmonie avec toutes les académies qui existent. C'est à travers elles, n'est-ce pas, que le football se développe, c'est à travers elles que la politique nationale, technique nationale, elle est transmise, la politique de formation, tout autant que la politique de direction, même si chaque académie, n'est-ce pas, comme ça se fait en Europe, chaque académie a ses valeurs propres. Oui. Mais lorsque nous nous retrouvons dans un ensemble, c'est tout ça mis ensemble, n'est-ce pas, en s'appuyant les uns sur les autres. C'est en s'appuyant sur les académies qu'on peut arriver à faire de la bonne formation et finalement de la bonne détection et finalement de ravitailler en permanence, n'est-ce pas, non seulement les clubs d'élite, mais les sélections nationales. Enfin, c'est très intéressant, M. Angelbert Baga, parce qu'on se rend compte que, compte tenu de votre expérience professionnelle, vous avez une vision, une belle vision du football camerounais. Mais maintenant, aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, quel est le conseil que vous, en tant que DTN, vous pouvez donner à tous les présidents de clubs, les dirigeants des académies, pour les aider à aussi avoir des talents qui pourront servir pour l'équipe nationale? Ah non, moi, en tant que directeur technique national, ce serait prétentieux de donner un quelconque conseil aux présidents de club ou aux responsables de structures et des académies. Conseil, non. Dans ce sens, chacun a une orientation en fonction de ses ambitions, des ambitions qui naissent de sa propre structure. Et donc, chacun a sa vision qu'il faut respecter. Et tout ce que je peux dire, tout ce que je peux faire, c'est encourager. C'est encourager les présidents et les responsables de structures dans le développement. Exactement. C'est-à-dire que ce dont nous parlons au niveau national doit exister au niveau local, au niveau des clubs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis Tarzan Dobala. Je dois travailler sur le long terme. J'ai une équipe première et je dois préparer les jeunes à monter. Aussi simple que ça. Je vais préparer les jeunes à monter en équipe première et ces jeunes, une fois dans Tarzan, vont franchir un autre palier, ainsi de suite. On est aujourd'hui dans un mélange de business,
et de philanthropie. La philanthropie pour philanthropie, ça c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, le football c'est une grosse économie. On investit pour gagner quelque chose, pour réinvestir et pour grandir. C'est aussi valable pour les structures occidentales que locales. Et aujourd'hui, le marché il est ouvert. Exact. C'est-à-dire que les recruteurs européens sont de plus en plus nombreux. S'ils ne sont pas là directement, ils ont leur relais. S'ils n'ont pas de relais, ils ont des instruments numériques modernes qui leur permettent de repérer à distance. La distance. Exact. Pour vous dire aujourd'hui que c'est ouvert, il ne faut pas louper le train de De la mondialisation, la modernité. la modernité. Et aujourd'hui, le train de la modernité ne doit pas laisser le football, ne doit pas laisser le sport, ne doit pas laisser le football. Il faut prendre ce train. Et prendre ce train aujourd'hui, ça signifie mettre en place sur le plan local des structures et des infrastructures pour que les jeunes puissent passer, se préparer pour passer à l'équipe première, chacun dans sa structure. Et c'est ça qui va nous permettre de passer, n'est-ce pas, des catégories inférieures au Grand Lyon au niveau national. Monsieur Angelbert Varga, c'est une dernière question. On est aujourd'hui sur un stage de U23. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu? Bien, j'ai été agréablement surpris, il faut le dire. J'ai été agréablement surpris. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Camerounais qui offrent leur expertise par rapport à ce qui se passe ici, c'est-à-dire à toutes les possibilités de récupération des joueurs binationaux, des joueurs vivant en France ou en Europe. Notre devoir est de n'oublier personne parce que le grand talent, vous ne savez pas d'où il sort ou d'où il sortira. Il ne faut rien négliger. Et aujourd'hui, moi j'ai vu, pendant ce stage, j'ai vu des jeunes très promoteurs. Et moi je rentre avec beaucoup de notes pour nos différentes sélections nationales. En tout cas, Monsieur Varga, Angelbert, on est vraiment content que vous nous ayez donné la possibilité aux Camerounais d'écouter, de savoir un peu ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement, de votre travail, de partager un peu ce qui constitue votre travail. Un dernier mot pour les Camerounais et puis pour qu'on puisse se séparer. Bien, nous, Camerounais, never give up. Bien. Ça s'appelle comment en patois l'esprit camerounais? Le Mlé. Ah bon? Le Mlé, à mon sens, veut tout simplement dire, c'est une expression bassa qui veut tout simplement dire ce que les Anglais entendent par fighting spirit, never give up. Exact. Ce que les Latins, les Espagnols appellent la grinta, la gara. Donc les Camerounais ont toujours été combatifs. Et moi, je reste confiant et malgré les turbulences qu'on peut traverser, le football camerounais, je l'espère, et avec la contribution, tout restera debout. Merci. Merci, Monsieur Angelbert Varga. Je voulais juste vous dire que vraiment, je suis très content d'avoir... Vous avez vu vous-même qu'il nous a distillé le savoir. Et aujourd'hui, des gens peuvent comprendre un peu où va le football camerounais avec la fédération. Et vraiment, M. Angelbert Varga, qui, depuis qu'il est là, on a vu que les sélections nationales se portent bien. Et c'est un travail d'équipe qui, aujourd'hui, peut payer et pourra payer aussi demain. Donc, vraiment, merci de nous avoir écoutés et à ciao.